c'est tellement dur, c'est tellement violent, c'est tellement, comment dire, ça fait partie de moi. Enfin oui, c'est vraiment très émouvant parce que c'est vraiment un engagement et on perd souvent. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Papotage, merci de regarder nos vidéos. Si le format vous plaît, si vous aimez découvrir des histoires personnelles ou venir écouter des histoires sur thématiques précises, je vous invite vraiment à vous abonner à notre chaîne, ça nous permet d'avoir plus de personnes qui nous suivent, une plus grande communauté et du coup on peut vous proposer plus de vidéos de qualité avec des gens qui constituent un petit peu le panorama du sport, de la culture, de la politique. Donc vraiment, un simple soutien, un petit clic, cliquez sur s'abonner ici en bas et on se voit dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Papotage, le podcast où on prend le temps de découvrir un humain derrière un rôle, derrière une personnalité ou un métier et où on prend le temps de discuter en fait de thématiques qui sont importantes pour notre société, pour notre santé. Et donc, on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Madame Céline Vara. Merci d'avoir accepté notre invitation et merci aussi de nous accueillir sur votre lieu de travail. On est plus chez vous que chez nous en fait. Merci beaucoup. Merci à vous. Et donc, on sait que vous êtes sensible à l'environnement, évidemment, à la jeunesse. Vous avez aussi beaucoup parlé des réseaux sociaux. La santé mentale, c'est des thématiques qui vous tiennent à cœur. Quand on présente tout ça. C'est juste. Qu'est-ce qu'on ne présente pas assez de vous? Qu'est-ce que vous voudriez qu'on mette plus dans votre présentation? Qu'est-ce qu'on ne sait pas encore de vous? Qu'est-ce qu'on ne sait pas encore de moi? On sait beaucoup de choses de moi parce que comme personnalité publique depuis si longtemps, plus de la moitié de ma vie en politique, effectivement, les gens se sont un petit peu appropriés celle que je suis et celle que je suis aussi devenue. La politique, ça fait vraiment partie de moi, mais ça va au-delà. Je pense que c'est vraiment un engagement. Et cet engagement, il a pris son essor quand j'étais jeune pour des revendications des jeunes. Et en fait, il s'est perpétué malgré le temps qui passe. Je dirais même renouvelé au moment où j'ai eu mes filles. Où là, je me suis dit, non, mais vraiment, le sens premier de ton engagement, c'est ça. C'est les générations futures. Qu'est-ce qu'on veut pour celles et ceux qui sont derrière nous? Donc voilà, ça me correspond assez bien. Qu'est-ce qu'on ne sait pas de moi? Je pense qu'il y a toute une partie de moi un petit peu sauvage, je pense. J'aime beaucoup, je suis très sociable, j'aime les gens, et il faut pour faire de la politique, je pense. Ouais, mais j'ai un petit côté sauvage où parfois j'aime bien me retirer. Voilà. Et j'aime bien ne pas me faire reconnaître, partir en forêt, par exemple, voilà, pendant des longues heures de balade. Ou alors, voilà, sortir un peu de ce cadre-là et redevenir juste moi. D'accord, ok. Donc on devrait aussi dire, est-ce que le terme sauvage, c'est un terme qui vous conviendrait si on vous présentait Mais je crois un peu en fait. C'est vrai? Ouais, paradoxalement. Ok. On a tous deux facettes. Et voilà, puis moi j'ai un peu un côté sauvage des fois. J'aime être avec les gens, mais voilà. Il me faut ces moments où je les vois plus. Vous l'aviez déjà à 16 ans et vous l'avez encore maintenant? Je crois que ça a toujours été comme ça. Ok, ouais. D'accord. Le moment le plus sauvage de vos 16 ans? Oh là là, je me souviens pas. Mais je pense que je suis très spontanée. Et je suis assez du genre à faire des choses comme ça parce que voilà, c'est le moment. Et voilà, je me mets peu de limites et c'est une force. Ok, intéressant. Merci. Et du coup, vous avez des origines italiennes. Vous êtes né en Suisse, mais votre papa est d'origine italienne. Qu'est-ce qui reste de vous, de l'Italie? Comment vous vivez vos origines aujourd'hui? L'Italie, c'est vraiment les vacances pour moi. Depuis toute petite, c'est les vacances, c'est la mer, c'est la chaleur, c'est la sauce tomate. Enfin voilà, vraiment c'est ça. Vous faites la sauce tomate aussi? Ouais, j'adore faire la sauce tomate. Et puis j'adore les pâtes. Mes filles adorent les pâtes. Vraiment, ça c'est générationnel. Et puis c'est vraiment ce côté. Voilà, dolce vita, je crois que vraiment il faut le dire comme ça. Je suis née en Suisse, d'une maman suisse. J'ai fait toute ma vie en Suisse, mais vraiment l'Italie, c'est aussi une partie de moi. Et j'ai le passeport italien comme j'ai le passeport suisse. Binational. Ouais. Vous y retournez souvent? J'y vais chaque année. Ok. Puis c'est quelque chose que vous aimeriez bien que vos enfants, vos filles gardent, ou est-ce que c'est important pour vous? Pas forcément si elles ne se retrouvent pas dans la culture ou dans le... Non, je pense que c'est primordial. C'est très important qu'elles sachent d'où elles viennent. Et c'est une richesse énorme. Elles ont aussi le passeport italien. Mon aînée fait l'école italienne. Donc pour moi, c'est un bonheur incroyable quand je me rends compte qu'elle comprend ce qu'on lui dit en italien et tout. Et je me dis, voilà, c'est une flèche à son arc supplémentaire.
Ok, magnifique. Et puis elles aiment aller là-bas, elles aiment bien. Ouais, mais les enfants, ils adorent aller à la mer. Ouais, on est d'accord. Bon. Hein. Puis voir la Oui. famille et puis. Bien sûr. Ok. Hyper intéressant. Et par rapport à vos origines, à votre rôle, est-ce que là-bas on vous connaît, on vous reconnaît? Est-ce que les gens savent que généralement c'est des petits bleds, hein, je ne sais pas si vous venez d'une grande ville ou... Non, pas du tout. Effectivement, c'est un petit village qui s'appelle Furnari, Ok. en face des îles éoliennes, donc Ouais. vraiment un cadre extraordinaire. Et puis effectivement, dans la région, mes grands-parents sont retournés s'établir là-bas après avoir passé plus de 20 ans ici en Suisse. Ok. Et puis voilà, à force, on connaît les gens, on connaît les voisins, on connaît un peu la vie du village. Ouais. Et puis on s'inscrit là-dedans. Ouais. Et il y a un magnifique projet qui s'est fait avec le XEM Ok. sur des panneaux solaires artistiques. Donc c'est des photos D'accord. qui sont des panneaux solaires qui ont été installés en bas au bord de la mer, donc tout près de chez moi. Ouais. Et c'était magnifique, c'était un petit bout de Neuchâtel comme ça Ouais. qui s'est fait parce qu'effectivement, il y a toute une génération qui à l'époque a quitté les terres pour venir. Oui. Et donc dans la région, que ce soit de Bienne à Yverdon, Lausanne, enfin voilà, c'est vraiment... Il y a beaucoup de gens que je retrouve l'été au bord de la mer. C'est rigolant, on entend parler allemand, on entend parler français. Ouais, il y a des gens qu'on voit plus en vacances qu'ici. Tout à fait. On est d'accord. Vous aussi. Absolument. Intéressant. Et toujours du coup par rapport à cet aspect, l'Italie, votre rôle dans la politique, si on prend l'actualité, qui est là depuis maintenant un petit moment, on a actuellement une femme qui est à la tête du gouvernement en Italie, Madame Giorgia Meloni, mais qui est à l'opposé de vos croyances, de vos valeurs, peut-être vos projets aussi. Oui. Qu'est-ce que ça vous inspire? Bon, Giorgia Meloni, c'est quand même une sacrée femme, il faut lui laisser. Hein. Moi, je respecte l'engagement. Enfin, peu importe la sensibilité politique, il y a trop peu de gens qui aujourd'hui s'engagent. Et alors combien on en aurait besoin, hein, c'est ce qui fait qu'on est dans une démocratie. Et donc moi je travaille avec tout le monde. Un de mes collègues disait, moi je travaille avec toutes celles et tous ceux qui sont d'accord avec moi. Et je trouve que ce principe assez bon. Oui. Giorgia Meloni, elle est arrivée de manière extrêmement forte en Italie avec un slogan très fort, Io sono una madre, moi je suis une mère. Ouais. Et ça a vraiment porté un peu cette mère qui porte ce pays comme ça et tout. C'est extrêmement fort, on a une culture un peu différente en Suisse. Hein. J'ai envie de dire un peu plus protestante, Oui. un peu plus sur comment dire, la retenue. Donc c'est différent, mais je trouve assez intéressant cette manière effectivement que les femmes ont pour se porter au pouvoir et combien en fonction justement des sensibilités ça peut être différent. Ouais. Est-ce que, là je vais faire un petit peu, est-ce que son message de base, je suis une mère du coup, est-ce que c'est de la com ou est-ce que vous pensez qu'elle a vraiment construit et que c'est vraiment des convictions qu'elle a et qu'elle aimerait vraiment apporter et amener C'est une question que je me pose, moi. Il faudrait lui poser la question. Ouais. Je trouverais intéressant qu'on le sache. Mais je dirais peu importe, en tout cas, ça a marché. Ok. Et puis, c'est un signal extrêmement fort aussi qu'on reconnaît que être une mère, c'est un sacré... comment dire ? Alors moi, je dis vraiment c'est un avantage, c'est un plus. Parce que ça nous donne une perspective qui est très, très différente. Quand on sait ce que c'est, avoir une famille, s'occuper des enfants, gérer ça... mes journées, c'est pas 8h, 18h. Mes journées, c'est 24 heures, 7 jours sur 7. Et donc, on développe des facultés qui sont gigantesques. Et on dit toujours ça en rigolant un peu, mais vraiment, c'est juste. On ne peut pas être fatigué quand on n'a pas eu d'enfant. On ne sait pas ce que c'est. Des fois, je me demande comment vous faites. Vraiment. Voilà, et donc la résistance. La résistance, en fait, aussi. La résistance et puis s'arrêter. Quand on est fatigué, quand on est à bout, s'arrêter, reposer les choses et dire ok, comment je continue. Voilà, ça on le développe, je pense, encore mieux quand on a eu des enfants. Ouais, ça c'est un truc que j'ai pas encore découvert, peut-être dans un futur plus ou moins proche, mais je me dis toujours, j'ai regardé un film hier soir, je me suis couché tard et je suis épuisé. Comment font les parents? Vraiment. Eh bien ils font. Voilà, mais c'est ça, c'est ce qu'on me dit en fait, t'as juste pas le choix et du coup il faut faire. C'est juste. Du coup, qu'est-ce qu'on garde de Giorgia Meloni? Qu'est-ce que vous garderiez en tant que femme, en tant que politicienne? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous admirez chez elle, à part l'engagement, vous l'avez dit? Bon, je pense que ces postures de femmes engagées, engageantes, qui portent avec elles un peuple, qui tirent, qui vont de l'avant, ces figures, pour moi, ça c'est vraiment des exemples. Peu importe la sensibilité, on peut prendre par exemple une Angela Merkel avec une force, je veux dire, elle en imposait, il faut le dire, elle en imposait.
Et puis, qu'est-ce que ça roulait quand même quand elle était là. Il faut reconnaître, quoi. Ouais. On est passé dans une phase d'instabilité au moment où elle est partie, qui aujourd'hui encore est difficile à gérer en Allemagne. Donc, on se rend compte en fait que ces figures, je dirais, on ne peut pas utiliser le terme maternelle, mais on peut utiliser figure féminine, féministe, portée par cet élan-là. Et bien vraiment, je pense que c'est un souffle énorme. Oui. Et je m'inscrirais peut-être au risque de déplaire à certains dans une forme d'opposition avec des figures masculines, violentes, agressives, virilistes, ce qui est un terme que j'aime pas tellement, qui aujourd'hui, il n'y a qu'à regarder ce qui se passe aujourd'hui, essaye de mettre une empreinte dans ce monde d'une violence extrême, de polarisation extrême, qui n'est pas du tout ma manière de fonctionner. Ouais. On va parler tout à l'heure de parents, de la vie de parents. On va parler aussi de ça, de ces courants masculinistes c'est une autre question prévue par rapport à ça. C'est un système qui fonctionne très bien en Suisse. Moi, des fois, je me demande à quel point ça fonctionne bien en Europe aussi. On a des systèmes qui fonctionnent de manière tellement différente. Oui. Et des fois, je me demande pourquoi les pays européens peut-être s'inspireraient pas un petit peu de ce qu'on fait ici, parce qu'on voit que ça fonctionne. La collégialité. Oui, mais au-delà de la collégialité, le mode disons, cette façon qu'on a de dissoudre un peu le pouvoir. Moi, je sais pourquoi les autres pays ne mettent pas ça en place. Parce que ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui veulent le garder. Et donc, ils en ont beaucoup. Et donc, s'ils souhaitent le garder, ils ne veulent pas rentrer dans un système démocratique comme le nôtre, qui a d'énormes avantages, qui est un système que j'affectionne tout particulièrement, mais qui a aussi des désavantages. Le premier, c'est sa lenteur. Et dans des cas de figure et des défis gigantesques, comme on a par exemple le réchauffement climatique, la lenteur et l'inertie, disons, d'inaction de la Suisse est problématique. Si vous étiez né en Italie, est-ce que vous feriez aussi de la politique là-bas, vous pensez ? C'est une bonne question. Je ne sais pas. Je ne sais pas à quel point c'est facile d'intégrer des instances politiques en Italie. On sait qu'il y a des villages, des communes entières où les gens osent plus s'investir de peur de retour de la mafia. C'est une réalité en Italie, il faut le dire. Oui. Donc, on sait qu'il y a ce système parallèle fort encore en Italie qui peut dissuader des gens de s'investir pour la démocratie. Et puis, disons, est-ce que je l'aurais fait ? Ça aurait été une vie tellement différente. Je ne peux pas répondre à cette question. Oui, non, clairement. Du coup, vous êtes engagée très jeune, à 16 ans. À quoi ressemblait la Céline Vara de l'époque ? Elle avait une énergie folle. Alors ça, heureusement, j'ai réussi à le garder quand même encore un peu. Perdu. Mais quand même, non, mais je sens que malgré tout, quand même, on perd un peu ça. Et ça a été quand même, pour moi, une préoccupation de tous les jours. À 40 ans, j'entame mon 5e mandat différent. Sans compter la vice-présidence du Parti national, la présidence du Parti cantonal. Des mandats électifs. Donc, je pense que ça m'a permis de garder une dynamique folle. Parce que chaque fois que j'arrive quelque part, je me dis « Ok, Céline, tu ne sais pas combien de temps tu vas y rester. Fais le max. Fais le max. N'attends pas. Vraiment. » Et des fois, il y a des politiciens qui arrivent, ils se disent « C'est bon, je suis là pour 12 ans. » Voilà, on met les choses tranquillement, et les mois passent, etc. Moi, je ne suis pas du tout dans cette optique. Moi, j'arrive et je dis « Ok, je veux aller le plus vite possible et faire le maximum parce que peut-être dans 4 ans, je ne suis plus là. » Voilà, et ça, je ne le maîtrise pas. Et aussi, je m'interdis de me brimer par rapport justement à mes chances ou pas d'être élue. On pourrait se dire « Ok, tel dossier, je ne l'aborde pas parce que c'est trop risqué pour ma réélection. » Alors, je m'interdis ça. Vraiment, je me dis « Prends ces risques-là. » C'est pas grave. Fais les choses, tu dois les faire. Il y a des gens qui attendent et qui comptent sur toi. Et je prends très à cœur ça. Je remarque qu'il y a aussi ça. Il y a beaucoup de gens qui osent prendre des risques, qui osent dire ce qu'ils pensent réellement. Il y a beaucoup de personnes qui jouent plutôt la carte soit de la neutralité. Bon, c'est peut-être notre système aussi qui fonctionne comme ça. Mais comment on peut amener les gens à assumer leur authenticité ? C'est une grande question. C'est une grande question, mais c'est une vraie question que je me suis posée pendant ces 6 ans au Conseil des États à Berne. À quel point je pouvais rester moi-même, tout en sachant que si j'acceptais pas les règles du jeu, j'arriverais à rien. C'est une vraie question. C'est une question difficile qui m'a malmenée, passablement.
Parce que je suis arrivée dans une chambre dont la moyenne d'âge était de 20 ans supérieure à moi. J'ai 40, la moyenne d'âge c'est 60. Je suis arrivée, j'avais 35 ans. J'étais parmi les plus jeunes, j'étais une femme, il y en avait eu très peu. J'étais verte, romande, et en plus, j'allais, je ne le savais pas encore, mais enfanter. Donc j'étais la première femme à avoir un enfant en cours de mandat. Comment je m'inscris dans cette chambre qui est à l'opposé de ça, qui est très majoritairement conservatrice, masculine, suisse alémanique, et finalement, d'une génération, voire de deux générations qui me précèdent. Et comment on reste authentique et comment on encourage aussi ses collègues qui sont dans le dur, il faut quand même dire, quand vous arrivez comme ça, c'est vraiment extrêmement dur. C'est d'une violence inouïe. On vous fait bien comprendre que vous êtes un ovni et puis qu'on veut que vous restiez à votre place, c'est-à-dire le plus loin possible. Quoi. Comment on fait pour rester authentique, pour continuer à défendre ce qui nous est cher et qui sont mes réalités de jeune maman, de trentenaire, romande aussi. On dit toujours la Suisse c'est un pays multilingue. Non, la Suisse c'est trois manières de voir les choses. Il faut vraiment dire ça. Ça a été extrêmement difficile. J'ai eu peur à un moment de me perdre. Me dire si tu acceptes trop ces codes, si tu rentres trop dans cette manière de faire, tu vas te perdre. Et j'ai résisté. Donc ça c'est vraiment une satisfaction. Mais c'est très dur. Alors là, je vous parle du niveau le plus violent, le plus difficile au niveau fédéral. C'est bien différent et j'aimerais rassurer les gens qui nous écoutent pour pas qu'ils aient peur de s'engager. Oui. Mais c'est différent, mais à d'autres niveaux, au niveau communal ou cantonal, en fait, c'est peut-être le secret, je pense. C'est peut-être le secret de la réussite. Comment on arrive à mener des dossiers jusqu'au bout, c'est vraiment en restant authentique. Et c'est aussi ce que les gens... Moi, j'ai l'impression que c'est ce que les gens attendent. Voilà. Je pense aussi, oui. Et qu'est-ce que ça vous aurait coûté de jouer un peu le jeu ou de changer certaines choses? Alors, c'est ce que j'ai fait quand même. C'est une question de survie. C'est une question de survie, mais c'est aussi une question de juste retour des choses pour mes électeurs et mes électrices. Ils m'envoient là-bas pour que j'aie des résultats. Pour avoir des résultats, il faut que j'aille chercher des majorités. Pour convaincre une majorité, il faut que j'accepte les règles. Ça veut dire que très majoritairement, je perds, parce que c'est pas, ma force est sous-représentée. Les jeunes sont sous-représentés, les écologistes sont sous-représentés. Je perds majoritairement, mais pour les dossiers qui sont très importants, je fais un travail de fond. Je vais voir chacun de mes collègues, chacun, les uns après les autres, et je tente de convaincre. Et j'adapte ma manière de vendre la chose. J'adapte ma manière aussi de le construire. Et puis ensuite, je me dis, je ne perds pas de vue quel est l'objectif. Il faut savoir renoncer à des choses qui peut-être se perdent en route. Mais quand on arrive à l'objectif, je prends un exemple, le revenge porn, l'article 197A du Code pénal, un tout nouvel article. J'ai pleuré quand je l'ai vu dans le Code pénal. Je me suis dit, 2 ans et demi de combat et je ne sais combien de votes et je ne sais combien de discussions et de cafés voilà, pour que mes collègues acceptent cet article. Et c'était merveilleux. Alors voilà, il a fallu faire des compromis, accepter d'autres choses. Mais voilà, c'est un résultat, c'est le résultat. Oui, c'est une belle résilience. Et c'est un truc, mais je me sens qu'on est en train de le perdre un petit peu. Enfin, peut-être aussi quelque chose que moi je vois chez les plus jeunes, c'est que pas tout le monde a cette résilience-là, puis des fois se dire, en fait, à quoi bon quoi. Vous êtes engagé à 16 ans, qu'est-ce que vos parents ont pensé de cette idée de s'engager en politique? Bon, au début, je pense que c'était un peu léger. Je crois que vraiment, mes parents n'étaient pas politisés du tout. Ils le sont devenus. Ma maman s'est engagée. Elle a intégré le conseil général de sa commune. Vraiment, ça m'a fait très plaisir. Ma sœur s'est présentée pour la première fois aux élections cette année. Tout ça après que vous ayez... Ouais. Et je trouve assez joli parce que voilà, on était au départ une famille pas politisée. Puis en fait, ça s'est construit un peu autour de ça. Et puis c'est vrai qu'au début, je pense que c'était plutôt vraiment... fais quand même un peu attention. Pas qu'on tape trop dessus, quoi. C'est un peu la crainte. Puis au fil des années, ça s'est construit. Et je pense que l'engagement s'est perçu vraiment comme un engagement. Et une fierté aussi. De se dire, OK, ma fille ou ma sœur, elle fait ça pour nous. Oui, parce qu'en fait, je pense qu'il faut aussi... Vous voyez, moi, je ne reçois pas de dividendes de la nature ou des animaux. Ou voilà, en fait... Vraiment, mon engagement, il est fondamentalement pour le bien commun. Vous voyez, ce n'est pas les enfants qui me reversent, ce n'est pas un conseil d'administration, ce n'est pas ça. Donc vraiment, quand on est écologiste, voilà, la reconnaissance, elle est là. Oui.
Mais ils vous ont pas dissuadé, vous ont pas dit à Pas du 16 tout. ans, il y a des études à faire, il y a des examens à passer. Je les ai faites. Ouais, ok. J'ai fait mes études. Je vous pose la question parce qu'on voit, généralement les parents veulent le bien de leurs enfants. Moi je viens aussi d'une culture italienne, donc il y a aussi l'élément de sécurité tout le temps, Oui. et de ne pas prendre trop de risques et de Ouais. se focaliser sur les études. Oui. Et peut-être ça peut faire peur de se dire, ben, tu t'engages en politique, tu ne sais pas trop à quoi ça ressemble, qu'est-ce que ça implique, et est-ce que tu auras le temps de faire tout le reste. Donc d'où ma question en fait. Alors c'est clair qu'on m'a dit très régulièrement « a scuola tutto bene hein. Ouais. Mais bien sûr, a scuola tutto bene. Alors moi, j'ai fait des études. Je suis la seule dans ma famille à avoir fait des études. J'ai fait ce choix. Voilà, j'étais vraiment portée par cette envie de faire du droit. J'aime beaucoup le droit. Voilà, j'ai adoré ça. J'ai fait mon brevet d'avocate et tout. Donc vraiment, il y avait quand même la sécurité qu'elle ne se perdait pas trop, la Céline. Voilà. Ouais. Et donc voilà, la politique, ça a toujours été quelque chose à côté qui a pris énormément de place et qui prend toute la place aujourd'hui, mais qui s'est construit en parallèle à la formation. Ouais. Et si vos filles voulaient un jour s'engager en politique, vous leur diriez quoi? C'est une vraie question. En fait, j'ai toujours... ce qui me porte tous les jours, c'est de me dire, je veux que mes filles soient fières. Je veux qu'un jour, quand elles comprendront bien ce que ça veut dire, qu'elles verront tout ce que leur maman a fait, je veux qu'elles soient fières. Enfin, c'est très important pour moi parce que c'est tellement dur, c'est tellement violent, c'est tellement... comment dire? Ça fait partie de moi. Enfin, oui, c'est vraiment très émouvant parce que c'est vraiment un engagement et on perd souvent. Oui. Il faut savoir se relever quand on perd. Parce que voilà, je suis très régulièrement minoritaire et je me dis, ok, en fait, je rentre le soir, je vois mes filles qui dorment et que ça, puis je me dis, c'est pour vous que je fais ça. Oui. Donc voilà. Donc je me dis ça, je me dis, peu importe ce qu'elles font, moi, je ne vais rien leur cacher. Je vais rien leur cacher de le dire, bah là, c'est dur, vous êtes exposés. On ne laissera rien passer. Vous êtes scrutés, le moindre écart, la moindre erreur, ça va être extrêmement dur. Avec les réseaux sociaux, on va parler après, mais c'est d'une violence inouïe. Est-ce que vous êtes prête? Si vous êtes prête, moi je suis avec vous. C'est gentil de partager, merci. Puis je suis certain qu'elles sont déjà très fières et qu'elles le seront encore plus quand elles seront effectivement en mesure d'encore mieux comprendre. Et ça prend du temps. Enfin, on voit que... ouais. Merci pour le partage. Merci. Et en lien toujours avec ça, c'est bon, on fait des belles transitions, c'est très cool. Depuis que vous êtes engagé, vous avez accompli plein de choses, il y a eu plein de succès, il y a eu peut-être aussi beaucoup de défaites et beaucoup de batailles. Est-ce que maintenant, quand vous repensez à la Céline Vara de 16 ans, avec vos collègues à l'époque, est-ce que vous dites on était un peu utopiste? On était fous. Non, vraiment, on était fous, on était folles. J'en ai parlé encore récemment avec Fabien Fiva, aussi aux États, Clarence Cholet, qui est au Conseil national. On a démarré ensemble, quoi. On a grandi ensemble. Et on était à la place Purie, en maillot de bain, un plein mois de décembre à 10 degrés, parasol, linge pour dénoncer le réchauffement climatique. Voilà, c'était ça. Et c'était beau, quoi. Franchement, et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ne doit pas perdre. Aujourd'hui, on a tendance à dire les jeunes, ils font n'importe quoi, etc. Les jeunes, ils n'ont jamais été autant OK. Ils n'ont jamais été aussi forts. On leur a jamais demandé autant, quoi. Et puis vraiment, moi, j'ai un espoir fou pour ces jeunes. Et je suis certaine que la révolution et l'espoir viendra des jeunes. Certaine. J'ai eu la chance d'enseigner ces dernières années à la Haute École de Gestion, ici à Neuchâtel. Et je les ai côtoyés et vraiment, ça me donne une motivation incroyable. Il faut qu'ils gardent cette folie. Il faut qu'ils gardent vraiment cette capacité de se dire « c'est pas possible, mais on va le faire quand même ». Et on y arrive. Et ça, c'est extraordinaire. On le perd quand on vieillit. Ben oui, après c'est aussi parce qu'il y a peut-être d'autres choses qui arrivent et d'autres, une famille, un job, une carrière. Donc la folie. Ok. Et ça s'est un petit peu estompé du coup. Ça s'est un peu estompé parce que par la force des choses, évidemment, ma position ne me permet plus aujourd'hui de me lancer dans des projets un peu fous. Et c'est dommage, des fois on devrait se dire vraiment on a perdu les projets d'ampleur comme ça, on a perdu cet idéal. Et moi je trouve que c'est beau d'avoir un idéal quand même. Puis on perd un peu ça, avec les carcans, avec la fonction, etc. On voit bien que les partis de jeunes, les jeunesses peuvent se permettre beaucoup plus de choses que les partis mères. Et puis c'est très bien en fait, c'est leur rôle, c'est ça, ils doivent pousser derrière.
Comment est-ce que vous avez des idées sur comment on pourrait insuffler plus d'idéaux aux jeunes? Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui sont omnibulées par leur Natel, par les réseaux sociaux, et on passe énormément de temps, et du coup, on peut vite être influencé aussi. Et tout le temps qu'on passe là-dessus, c'est tout du temps qu'on ne passe pas à faire du sport, à faire de la musique, à s'informer. C'est vrai. Mais je pense qu'il ne faut pas culpabiliser les jeunes. C'est notre faute à nous, les vieux. Non, vraiment, c'est de notre faute à nous. On les a mis dans un monde comme ça. On a tout construit. Nous avons géré ça, décidé ça. Le législateur, c'est nous. Et puis, on a le patrimoine financier, c'est nous qui mettons ça en place. Je pense qu'il ne faut vraiment pas blâmer cette jeunesse. Au contraire, si la jeunesse était notre priorité, le monde serait bien différent. Ça, je vous le garantis. Mais ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, on fait un monde, les nantis font un monde pour les nantis. Et pour les vieux, entre guillemets, qu'on s'entende, ce mot vieux, il est très relatif. Oui. Mais disons, et en fait, on encourage même ça. Quand on a essayé d'amener le vote à 16 ans, par exemple, on nous a dit non, on ne veut pas du vote à 16 ans. Par contre, on peut voter jusqu'à la fin de sa vie. Alors que finalement, est-ce que quand vous n'avez pas de ces 80 ans, le monde qu'on est en train de construire maintenant, est-ce que c'est encore le vôtre? Vous voyez, peut-être, oui, mais enfin, il l'est en tout cas. Ce qui est certain, c'est qu'il l'est pour les jeunes de 16 ans. C'est leur monde qui y arrive. Effectivement. Et donc, je pense qu'il faudrait vraiment, pour moi, comme on le fait aujourd'hui et pas encore à satisfaction, chercher une parité, une égalité entre hommes et femmes. Les femmes sont toujours aussi sous-représentées dans la classe politique, mais aussi dans les postes à responsabilité. Il faut le faire avec les jeunes. Il faut dire, on veut 25% d'élus de moins de 30 ans. Et je peux vous dire que ça changerait vraiment la donne. Quand on a 25 ans, on n'a pas les mêmes réalités que quand on en a 60. Non, absolument pas. Voilà. Intéressant, merci. En 2021, vous défendiez une initiative fédérale pour une Suisse libre de pesticides de synthèse. Oui. Cette initiative, elle a mené à une période très compliquée. Des menaces de mort, ça vous a valu une protection policière. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans votre esprit, dans votre tête? Comment Alors, j'étais pétrifiée. Pendant 3 jours à peu près, j'étais dans un état de sidération totale. Je n'aurais jamais pu m'imaginer que ça arrive quelque chose comme ça. Que parce que je défends les valeurs qui sont les miennes depuis toujours, je sois menacée de mort. Que mes enfants soient menacés de mort. À l'époque, ma fille cadette avait quelques mois. Je l'allaitais encore. Donc un état de sidération, un état d'incompréhension totale, une peur énorme et un questionnement central, est-ce que je continue? Et finalement, c'est l'objectif de ces gens. C'est l'objectif de ces gens qui vous agressent d'une violence inouïe, c'est que vous arrêtiez, c'est de vous taire, c'est de vous enterrer. Et puis avec quelques profils, parce que j'ai porté plainte contre toutes les personnes qui avaient proféré ces menaces, aussi on voit bien des profils dangereux, avec des aspects de haine extrêmement fortes, pas portés que contre moi, mais de manière générale contre la classe politique, etc., comme on l'avait vu avec le Covid aussi. Et donc, dans ce climat-là, une tension énorme. Et puis, heureusement pour moi, des proches et un entourage extraordinaire. Je dois dire aussi une police extraordinaire. Je crois que vraiment, je dois leur rendre ça aujourd'hui. Très présent à l'écoute, qui m'ont rassurée, qui ont vraiment fait leur travail. Donc, vraiment encore merci du fond du cœur. Et puis, mes proches et le père de mes filles qui me dit, écoute, bien sûr, c'est toi qui décides, mais là, tu n'es pas dans un état. Voilà, attention, prends pas de décision intime. Et moi, je te dis une chose, tu es dans le game et tu n'es pas là pour qu'il gagne. Voilà, tu n'es pas là pour qu'il gagne. Oublie pas ça. OK. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose, quand on fait de la politique, à ce niveau-là et que c'est aussi violent, si vous êtes seul, vous êtes mort. Voilà. C'est facile d'abandonner. Au-delà de ça, c'est plus facile. Je pense que on ne peut pas porter ça seul. On ne peut pas. C'est en dessus de vos capacités parce que ça demande des ressources intérieures tellement fortes. Ou alors, il faut être un psychopathe, quoi. Il ne faut vraiment pas avoir rien d'affect, une distance totale, ce qui est juste impossible.
Donc il y a quand même eu cet élément de est-ce que je m'arrête, est-ce que je change un petit peu mon discours, et du coup non, vous avez réussi, mais ça c'est aussi grâce à votre entourage, vous dites. Oui, vraiment, mon entourage, aux gens qui à l'époque portaient aussi l'initiative, qui ont été très présents, des gens formidables, et je me suis dit non, en fait, non. Non seulement tu vas continuer, mais tu vas le faire comme il faut, comme tu l'as toujours fait. Oui, ça vaut la peine de se battre, hein, même quand c'est difficile, c'est très difficile. Ça vaut toujours la peine de se battre. Est-ce qu'il y a à l'époque ou maintenant, vous avez des collègues qui ont vécu cette même situation, avec qui vous avez pu échanger Oui. Alors en fait, cette situation a généré aussi énormément de solidarité et d'entrain aussi parmi les gens qui m'ont dit, nous on a vécu ça. On a vécu ça dans une autre proportion, différemment, etc. Et à l'international. Donc j'ai reçu, c'était extraordinaire, vraiment des témoignages et tout, de partout, quoi, vraiment. Et de gens qui disaient, c'est juste pas possible, quoi. Et en fait, ce qui est en train de se passer en France maintenant, vous avez vu aussi avec la loi Duplon, c'est pareil. En fait, il y a une mobilisation énorme, incroyable. C'est beau. Presque 3 millions de personnes qui ont signé cette contestation à cette loi Duplon, qui est absolument scandaleuse, hein, vraiment, c'est incroyable. On voit que même le Conseil aujourd'hui qui est censé vérifier la constitutionnalité dit attention, on ne peut pas l'adopter comme ça ne va pas du tout de réhomologuer ce néonicotinoïde extrêmement dangereux pour la santé, dont on sait qu'il est extrêmement dangereux. Donc, c'est incroyable, hein, vraiment de se dire, il y a une majorité d'élus aujourd'hui encore, j'ai envie de dire, qui sont prêts à réintroduire des produits hautement toxiques pour la santé. Et ça, c'est aux dépens, en première ligne, des paysans et des paysannes qui les utilisent, et on sait que ces gens souffrent de ça, mais en plus, derrière, ça pollue durablement les eaux, et voilà, et ça arrive à des constats terribles, en premier lieu sur les enfants. Ça, c'est peut-être une des beautés des réseaux sociaux. Hein. Alors ça génère, selon moi, beaucoup de dégâts, mais ça permet aussi d'informer un maximum de personnes, de dire aux gens qu'est-ce qui se passe, et justement d'obtenir toutes ces signatures en un laps de temps si court. Oui, c'est juste. Donc ça a quelques avantages quand même. Ça en a même plusieurs. Magnifique. Toujours par rapport à cet épisode-là, puis par rapport à cette vie politique où vous engagez beaucoup, vous avez beaucoup de choses à faire, au niveau du couple, parce que la jeunesse, on se pose aussi beaucoup de questions par rapport à ces thématiques de relations, de couple. Quand il y a des événements aussi graves qui peuvent impacter pas seulement votre carrière, mais aussi vos proches, comment on surmonte tout ça ? Et comment le couple survit à tout ça aussi? Ouais, c'est difficile parce que c'est un équilibre à trouver, même quand on navigue par beau temps. C'est déjà un équilibre à trouver de par l'engagement qui peut être, qui est de nouveau pas à 8h, 18h, quoi, qui est plutôt le soir, le week-end, ça dépend où vous vous engagez. Même si c'est que quelques fois par année pour un conseil général dans votre commune, ça demande quand même une petite préparation et puis on n'est pas là tel soir, etc. Donc c'est une organisation familiale de couple. Et puis un engagement politique. C'est quand même, ça tourne toujours autour de valeurs quand même. On fait de la politique parce qu'on a des valeurs. On a tendance un peu à oublier ça. Hein. Il y a quand même beaucoup de politiciens et de politiciennes qui ont fait de la politique pour leurs intérêts personnels. Puis du coup, on en a perdu de vue que c'était quand même à la base pour des valeurs. C'est aussi pour ça d'ailleurs que je fais une toute petite parenthèse que des jeunes se désintéressent de la politique parce qu'ils ont le sentiment que c'est vraiment que pour défendre les intérêts personnels. Alors que non, il faudrait quand même rappeler que la politique, c'est le bien commun. Donc, comment on fait pour fonctionner ? Déjà, on est avec quelqu'un qui partage vos valeurs, parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est quand même la base. Et puis, le partenaire ou la partenaire, s'il partage ou si elle partage les mêmes valeurs, c'est pourquoi on le fait. Donc, ça a du sens et c'est beaucoup plus facile. Et puis, quand on navigue par mauvais temps, quand c'est extrêmement violent, quand le mandat est difficile, quand on s'expose, alors là, je pense que le couple est éprouvé, mais pas que le couple. La famille est éprouvée. Je sais que ma maman s'est fait du souci. Quand je suis malmenée, elle se fait du souci. Mon frère, ma sœur, c'est ça. Et ça peut être les enfants aussi qui tout d'un coup se retrouvent embêtés à l'école. Ça, c'est vraiment quelque chose de difficile à gérer que les gens ne perçoivent pas. C'est facile d'agresser quelqu'un sur un réseau social. On est tranquille derrière son ordinateur, c'est extrêmement difficile. Derrière, il y a quoi ? Derrière moi, il y a 2 petites filles qui vont à l'école, qui vont à la crèche. Je pense qu'on devrait sensibiliser les gens à ça, vraiment, pour qu'ils se rendent compte à quel point, vraiment, ces agressions-là, elles ne sont pas anodines, de loin pas, et la souffrance qu'il y a derrière. Et j'irais même plus loin, je pense qu'on devrait détecter
les personnes qui sont ce qu'on appelle les quérulents, qui est un terme pour désigner ces personnes qui ont un problème vraiment avec souvent les personnalités politiques, mais pas que, aussi les journalistes qui sont vraiment souvent dans la ligne de mire et qui envoient des courriers, des mails, voilà. Encore récemment, j'ai un monsieur, pas dans le canton de Neuchâtel, mais qui m'a envoyé des dizaines et des dizaines de mails injurieux, horribles, à moi, au secrétariat des Verts, etc. et tout. Et ça, c'est vraiment des situations où à chaque fois, il faut réussir à gérer ça. Pas simple. Non, pas simple. Mais en même temps, je pense que là, il y a quand même quelque chose à faire d'un point de vue judiciaire. Je pense honnêtement qu'on pourrait vraiment prendre des mesures un peu plus drastiques contre ces personnes-là, très précisément ces personnes quérulantes qui sont problématiques, et intervenir de manière judiciaire. La politique, du coup, c'est une vie d'engagement, c'est un rythme intense, c'est beaucoup de rendez-vous. Comment vous conjuguez ça au moment où vous devenez parent? Bon, déjà, il faut aimer ce qu'on fait. C'est quand même plus facile quand on aime ce qu'on fait, peu importe la profession, politique, pas politique. Oui. J'adore la politique, j'adore ce que je fais. Et ça permet disons, ça donne une autre dynamique quoi, à l'âme, en fait. On vient, je viens au château, je suis contente de venir. Alors vraiment, voilà, déjà, c'est la première chose. Et donc, les enfants, ça s'inscrit un peu là-dedans, en fait. Si mes enfants ont une maman épanouie, qui aime ce qu'elle fait, évidemment, ça se ressent quand même. La relation est différente. C'est très différent. Alors oui, je suis peut-être moins disponible en termes d'heures, de temps, mais je suis heureuse, je suis bien, et quand je suis disponible, voilà, je suis épanouie et on est bien ensemble. Et ça demande une bonne organisation, ça c'est clair, avec le partenaire et que le père ou la mère. Ça, c'est certain, mais c'est tout à fait faisable. Alors moi, je vous parle d'un niveau politique où maintenant, c'est devenu mon activité entière et complète. Enfin voilà, quand vous êtes au niveau de la députation, par exemple dans un grand conseil, ou d'un conseil général dans une commune, c'est vraiment une activité annexe. Je ne dis pas que c'est un hobby, mais presque. Voilà, ça dépend quel temps on veut y consacrer, c'est toujours la même chose. Mais l'arrivée des enfants, elle se conjugue parfaitement avec ça. Si on a une bonne organisation, il faut aussi savoir s'imposer à soi-même une forme de régularité. C'est-à-dire, voilà, tel jour, telle heure, je prends quelques heures pour mes filles, ou tel événement, c'est important, la rentrée scolaire, c'est important, je suis là avec mes filles. Et puis, ce n'est pas un problème de travailler le soir à la maison quand elles dorment ou de venir tôt le matin parce que papa s'en occupe ou maman fait ça. Voilà. Donc, c'est vraiment, je pense que c'est la base. Ok, magnifique. Vous avez dit vous adorez la politique, vous adorez votre travail du coup. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que les jeunes réussissent plus facilement à trouver qu'est-ce qu'ils aiment réellement? Je crois que ça, c'est aussi un gros problème de réussir à trouver une bonne voie dans laquelle des études ou un travail ou une passion. Et ça, il me semble qu'il y a un truc qui manque. Oui. Peut-être dans notre système scolaire aussi. Exactement, je partage aussi cet avis-là. C'est difficile parce qu'aujourd'hui, on leur dit aux enfants surtout d'un point de vue économique de quoi on a besoin. Ne fais pas... Oh, tu adores faire du dessin, visiblement tu es doué pour ça, clairement une voie artistique et ça rapporte te rendrait heureux, mais enfin, mon fils, comment tu veux nourrir une famille en étant... photographe, non, je dis, voilà, je donne un exemple, mais et ça, c'est encore très fort, très ancré. On a de la peine à mettre en valeur les voies ou les professions qui, aujourd'hui, ne servent pas au moins l'économie, pour lesquelles on voit peu ou pas de débouchés. Et je le comprends aussi, bien sûr, je l'entends. Je veux dire, si vous faites ce que vous adorez, mais que vous êtes au chômage, ça va être compliqué. À un moment donné, vous allez devoir vous réorienter, et puis c'est terrible, en fait, ce que ça veut dire. Mais là, il y a aussi, je pense vraiment, honnêtement, une question de mise en valeur de ça. Et les écoles, elles jouent un rôle énorme, mais pas que l'État joue un rôle énorme. Absolument. Et le tissu économique aussi. Parce que le tissu économique est extrêmement vaste. Extrêmement vaste. Dans une entreprise, vous avez tellement de possibilités de professions. Et on y gagnerait, je pense, à travailler main dans la main, mais encore plus pour voilà. Et peut-être être dans un discours, non pas « mon fils, ma fille, tu devrais faire ça », mais plutôt « qu'est-ce que tu as envie de faire et qui on va approcher et où on va t'amener pour que tu puisses le faire. Question d'éducation, quoi. Oui, mais aussi, je pense, d'un point de vue de formation et scolaire. Donc, il y a une partie privée, une partie publique. Oui. Ouais, gros challenge.
Ouais, mais c'est bien les challenges. Ah oui, non, c'est incroyable, mais moi, je m'approche de la quarantaine aussi, et on remarque parmi les plus jeunes, parmi les gens de mon âge, que beaucoup de personnes ne savent pas à 35 ans qu'est-ce qu'ils aiment vraiment, ou qu'est-ce qu'ils vont faire, ou qu'est-ce qu'ils voudraient faire. Mais est-ce que c'est un problème? Alors, dans la mesure où on a peut-être des opportunités pour tester plusieurs choses, Voilà. ou l'envie, ou la motivation, mais je pense aussi peut-être le temps et les moyens. Pas tout le monde a peut-être les mêmes moyens. Oui. Ouais. C'est un grand débat. Hein, dans mon département, j'ai la chance d'avoir les ressources humaines. Mhm. Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Et puis vous pouvez poser la question à plein d'acteurs économiques, le manque de ressources. Difficulté à trouver des gens, voilà. Soit parce qu'ils ne sont pas formés pour, ou soit parce qu'il n'y en a pas assez sur le marché. Enfin, voilà. Alors dans ce cas-là, il faut, je pense, aller vers ces gens qui aujourd'hui cherchent un peu, qui ont peut-être une formation dans tel secteur, mais qui pourraient très bien apprendre pour faire autre chose, enfin, voilà, qui ont d'autres qualifications. Et on sait aujourd'hui, c'est plus du tout comme nos parents ou grands-parents, vous appreniez un travail, vous le faisiez pendant 40 ans, dans la même entreprise, c'était extraordinaire, voilà. Ou pas, hein, c'était extraordinaire ou pas. Mais aujourd'hui, c'est différent. Les gens bougent et les gens sont plus polyvalents. Et aussi, ils ont d'autres attentes. Ils veulent une famille et donc ils sont prêts à travailler avec engagement, mais pas à 150%. Oui. Et cette conciliation vie professionnelle, vie familiale, on devrait, nous, être les exemples, les politiciens, en disant oui, c'est ce qu'on doit faire, c'est ce vers quoi on tend. Et c'est possible. Ce n'est pas encore le cas. Toujours en lien avec, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à ces courants, le féminisme aujourd'hui, on en parle beaucoup, c'est très bien. On remarque malheureusement qu'il y a cette évolution très forte des courants masculinistes. Pourquoi aujourd'hui vous pensez qu'on en est arrivé là? Alors clairement, les réseaux sociaux ont joué un grand rôle parce que il y a des influenceurs qui sont ouvertement masculinistes. Oui, et très problématique. Hein. Et leur discours est très problématique. Oui. Moi, je pense qu'il est à la limite de l'incitation à la haine contre les femmes. Je pense qu'il y en a des qui ont même dépassé cette limite. En France, d'ailleurs, le Parlement s'est saisi de cette question-là de manière très sérieuse. On serait bien avisé de faire de même en Suisse. On n'est pas du tout épargné. Moi, je pense qu'il faut quand même différencier. Il y a les masculinistes avec ce discours de haine contre les femmes extrêmement violent et probablement pénal, je veux dire, de ce point de vue-là. Et il y a la très grande majorité des hommes. Il ne faut quand même juste pas confondre. Là, c'est une petite minorité, mais qui malheureusement commence à prendre beaucoup d'ampleur de par des figures telles que Donald Trump. Et c'est ce qui leur donne une vitrine et finalement une légitimité qu'on n'aurait jamais pu imaginer il y a encore très peu de temps. Et je pense que ça, c'est monté parce que justement, il y a ces figures masculinistes comme ça qui n'ont pas peur de dire voilà, on est supérieur aux femmes. Et on va les traîner, on va les traiter comme des esclaves. Oui. C'est vraiment, c'est fou, hein, mais c'est des discours. C'est-à-dire, ou des objets sexuels, ou les femmes, elles font la cuisine, s'occupent des enfants, et puis voilà. Ce qui est quand même un peu difficile, disons, aujourd'hui, d'admettre qu'on s'accommode de ce genre de discours. Non seulement on ne doit pas s'en accommoder, mais pour les femmes, mais aussi pour les hommes. Parce que ça met les hommes aujourd'hui, les hommes qui vivent en parfait équilibre avec les femmes, dans une situation extrêmement dure, extrêmement violente, où tout d'un coup, ils ne se sentent pas assez virils. C'est vraiment quelque chose de très dangereux. Et c'est très dangereux, vous avez vu aussi chez les jeunes, évidemment par l'intermédiaire aussi des réseaux sociaux, où on assiste à une recrudescence de violence dans les couples jeunes, mais même très jeunes, moins de 20 ans. Donc ouais, ça c'est un problème. Ouais. Oui. Il y a une série sur Netflix qui est sortie. Je cherchais le nom de cette série, je ne me souviens plus même. Oui, mais très parlante. Et, oui, tout à fait. Le réalisateur, qui est un acteur très connu, disait justement, en fait, c'est juste une envie de... Enfin, c'est juste une série qui est là pour dire, en fait, voilà, notre société, nos jeunes aujourd'hui, à 14 ans, poignardent des jeunes filles parce qu'en fait, ils ne se sentent pas assez désirés. Et c'est que c'est effrayant comme situation. Vous, en tant que femme, qu'est-ce qui quotidiennement vous fatigue? Malheureusement, je dois dire honnêtement, malheureusement, encore et toujours en 2025, les femmes en politique, les mamans en politique, doivent en faire 2 fois plus. C'est une réalité. Je crois qu'il faut vraiment être honnête.
On doit en faire 2 fois plus parce que si on fait la moindre erreur, on va nous dire « mais c'est parce qu'elle n'était pas assez forte, c'est parce qu'elle n'a pas su dire les choses, c'est parce qu'elle n'a pas la carrure ». Voilà, enfin, je veux dire vraiment qui nous renvoie tout de suite à des qualificatifs voilà, plutôt dépréciatifs. Et je le vois aussi comme maman. Aujourd'hui, si je venais à faire la moindre erreur ou si un dossier devait avoir du retard, on dirait c'est parce qu'elle s'occupe de ses enfants et elle prend trop de temps pour ses enfants. Alors, ben voilà, on doit être extrêmement vigilante, d'être impeccable, je dirais, tout le temps. Et ça me fatigue énormément. Ouais, ça me fatigue énormément. Ouais. Parce que, en fait, c'est ça, moi, ce que je constate, en tout cas en ce qui me concerne, mais je le vois aussi pour d'autres collègues féminines, on ne peut pas vous attaquer sur vos dossiers. Donc, non seulement vous faites votre travail, mais en plus, vous le faites bien. Et ça, on ne le dit pas. Hein. Ça, on ne fait pas d'articles, on ne fait pas de communiqué, on ne fait rien. Mais par contre, si tout d'un coup, il y a quelque chose qui ne convient pas, mais ne serait-ce même que dans votre vie privée, hein, parce qu'on ne peut pas vous attaquer sur vos dossiers, vous faites bien votre travail. Par contre, dans votre vie privée, vous vous habillez comme ça, vous fréquentez telle personne, ou vous vous occupez de vos enfants, alors dans ce cas-là, on va venir vous attaquer. Voilà, ça c'est vraiment pénible. Comment vous y répondez? Comment, je ne sais pas si c'est un conseil que vous pouvez donner, mais comment vous dites peut-être aux femmes, aux plus jeunes aussi, en fait, quand vous êtes dans cette situation-là, la meilleure réponse c'est comment vous y répondez? Comment j'y réponds? Ouais. J'existe, je suis là et je montre qu'on peut le faire. Et je pense que c'est mon rôle. C'est vraiment mon rôle. Je suis là, je le fais, je remporte des élections, je fais mon travail et rien ne m'arrêtera. Et c'est ça que je dis en fait aux jeunes filles. Pendant mes 6 ans au Conseil des États, j'ai reçu plein de classes qui sont venues, des très jeunes, moins jeunes. Et ça revient chaque fois, chaque visite. Toutes les jeunes filles me demandent comment vous faites pour tenir et comment vous faites pour avoir des enfants. Et je dis, je le fais. Et je le fais aussi pour vous. Pour tracer le chemin, pour ouvrir des portes. Et vous, derrière, faites-le. Et plus on sera, et plus on montrera que oui, ok, en fait, ça va très bien. Ouais, je pense que c'est la meilleure façon de démontrer que ça en vaut la peine et qu'on est capable. Oui, non seulement on est capable, et se poser la question, c'est déjà une erreur en soi. Vous savez, il y a plein d'hommes qui ne se posent pas de la question de savoir s'ils sont capables. Non, effectivement. Quand on présente des candidats ou des candidates, il y a plein d'hommes qui ont été élus dont on ne s'est pas posé la question s'ils avaient les compétences. Par contre, une femme, on se demande toujours, est-ce qu'elle a les compétences pour? Voilà, ça c'est quand même un peu pénible. Et puis au-delà de ça, je pense que vraiment, il faut aussi casser un a priori. On dit souvent, oui, ouais, à droite, ils pensent que les femmes, etc. Ça n'a pas de couleur politique, ça n'a pas de sensibilité politique. À gauche comme à droite, il y a des gens qui pensent que les femmes sont moins compétentes pour la politique ou pour d'autres postes, vraiment. Alors, je pense, et l'expérience le montre, il y a beaucoup plus de femmes élues dans les partis à sensibilité de gauche, parce que les partis à sensibilité de gauche ont fait ce travail de mobilisation, de sensibilisation, de mettre les femmes en avant. Les Verts ont été le premier parti de Suisse à avoir une présidente à la tête du parti national. Donc c'est une volonté très forte chez les Verts. Ce travail, c'est moins fait à droite, mais il se fait parce que, petit à petit. Bien sûr qu'il y a des femmes compétentes à droite, évidemment. Ouais. Bon, c'est dommage qu'on doive en parler. Oui, c'est vrai. Voilà. Thématique de la santé mentale, on sait que les jeunes vont mal, que la thématique de la santé mentale, on en parle beaucoup. On en parle beaucoup aussi sur les réseaux sociaux. Oui. Comment vous allez-vous? Bon, moi, je suis très sensible à ça. Je suis vraiment extrêmement sensible à ça parce que voilà, je me suis engagée en politique pour les jeunes et je fais de la politique pour les jeunes et jusqu'à ma mort, je m'engagerai pour les jeunes. Parce que ce qui va rester de moi, c'est ça, c'est ceux qui sont après moi. Et donc voilà, c'est mon cadeau. Et voilà, c'est ce que je rends aussi à la société de ce que moi j'ai pris, dans le sens où j'ai pu faire des études, je peux vivre bien, en bonne santé dans un pays libre, enfin voilà. Donc ça, je pense que vraiment, la santé mentale des jeunes, ça devrait être notre priorité. Ça devrait être une priorité politique. Ça ne l'est pas. C'est pas de suspense. Malheureusement, aujourd'hui, ça ne l'est pas. Et effectivement, on se rend compte, chiffres à l'appui, qu'on a une jeunesse de plus en plus en souffrance, de plus en plus préoccupée, en manque de perspective aussi.
quelles sont vos perspectives quand on vous met sur le fait accompli et j'ai dit la réalité scientifique que le réchauffement climatique nous amène aujourd'hui vers un basculement et quel avenir Quel avenir On va manquer de ressources, on va rapidement manquer de ressources. Et ce n'est pas un horizon dans 50 ans, non, c'est un horizon demain. Demain. Les projections, c'est 2030, 2040. L'effondrement. On parle d'effondrement. Quand vous avez 15 ans et que vous voyez ça, quand vous voyez un rapport avec un consensus scientifique mondial qui dit que l'effondrement, c'est demain. Quelle perspective oui. C'est affreux. Oui. Avec ce qui se passe en plus actuellement dans le monde entier, là, tout est très anxieux. Alors maintenant, vous venez rajouter la couche sécuritaire pure, c'est-à-dire des conflits à nos portes, une menace nucléaire réelle. Vous venez rajouter ça aussi, évidemment, tout ce qui a eu lieu avec le Covid. Enfin, voilà. Tous ces jeunes qui ont fait leurs 18 ans sans pouvoir les fêter parce que Covid, qui avaient prévu des voyages, des échanges linguistiques, des voyages de bac ou un Erasmus qui n'ont pas pu le faire parce que Covid, etc. Puis ça rappelait qu'effectivement ce monde-là prospère, riche, qui s'émancipe, enfin, etc., que nous, Européens, dans notre petit bulle, avons vécu de manière sécuritaire depuis la dernière guerre mondiale, c'est en train de changer. C'est en train de changer. Et c'est en train de changer extrêmement vite. Et quand on voit les dégâts, parce que moi je pense que c'est des dégâts que fait Donald Trump alors qu'il vient d'entrer en fonction, ça fait 6 mois, 7 mois, on se dit que ça peut aller extrêmement vite. Perd pas de temps. Donc notre travail devrait être de donner des perspectives à ces jeunes, de dire ok, comment nous on va faire, comment on répond à cette angoisse, à ce stress, à cette éco-anxiété, qu'est-ce qu'on te donne comme moyen pour aller de l'avant. Moi, j'ai des jeunes qui m'ont dit « À quoi ça sert que je fasse une formation ?» Parce que de toute façon, dans 10 ans, est-ce qu'on aura encore besoin de moi ? Est-ce que je ne devrais pas, en fait, plutôt apprendre à tirer pour pouvoir me battre s'il y a une guerre civile et réussir à me nourrir ? Enfin, vraiment, c'est des vraies questions que je ne peux pas balayer d'un revers de la main. Oui, puis c'est des choses qui sont très présentes sur les réseaux sociaux et du coup, plus on entend ça, plus c'est renforcé dans notre mental et on n'a peut-être pas le même esprit critique à 16 ans qu'à 30 ans, qu'à 40 ans. Et du coup, oui. Est-ce que vous vous sentez appartenir à cette génération qui parle facilement de cette problématique de santé mentale et qui ose aussi assez rapidement, ou plus ou moins rapidement, se tourner vers une aide professionnelle ? Oui, clairement. Enfin, on a diabolisé pendant longtemps l'accès et puis la volonté d'aller vers une psychothérapie ou bien la psychiatrie. Alors, c'était vu comme quelque chose d'effrayant un peu. Enfin, voilà. Et puis les films ont beaucoup participé à ça. Un psychiatre, c'est comme un autre médecin de n'importe quelle autre spécialisation. Et je pense que le monde irait beaucoup mieux si plus de monde, à un moment donné, alors peut-être pas une thérapie, mais enfin, il n'y a pas besoin de consulter pendant 10 ans un psychologue ou un psychiatre. Parfois, quelques séances, et ça vous apporte le bien qu'il fallait. Quand j'ai été menacée de mort, à l'époque, j'ai été voir un psychiatre pour pouvoir en parler avec lui, et combien c'était important à ce moment-là, parce qu'on se retrouve dans une situation qui nous dépasse, qui est extrêmement violente. Et c'est comme si vous vous cassez une jambe, voilà, il faut un petit temps, il faut réparer, et ensuite il faut se remettre dans le bain, etc. Donc moi, j'appartiens effectivement à cette génération-là, et je pense que c'est très important qu'on ait une approche spécialisée justement avec les jeunes et les préoccupations et les peurs d'aujourd'hui pour les jeunes. On parle beaucoup de prévention aussi en entreprise, par exemple, prévention pour le burn-out, voilà. Est-ce qu'au niveau fédéral ou cantonal, est-ce que pour les collaborateurs ou pour les gens qui font comme vous de la politique, est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place pour justement vous aider ou vous soutenir dans toute cette pression, etc. Alors, on dit toujours la prévention, c'est tout ce que ça ne coûte pas après, quoi. Généralement, quand on ne fait pas de prévention, ça coûte le double ou le triple après. Donc, on sait que juste d'un point de vue financier, on devrait bien se préoccuper de la prévention et de la santé mentale des collaborateurs et des collaboratrices. Dans le secteur privé, ça a pris une émancipation grande parce qu'on s'est bien rendu compte qu'effectivement, l'absentéisme, ça coûte. C'est problématique. C'est des gens qui ont des compétences qu'on n'a plus. Et puis, potentiellement, c'est des compétences qu'on n'a plus du tout quand les gens sortent complètement du réseau en burn-out
burn-out et tout, c'est juste dramatique. Donc le privé a pris ça en main assez bien et on voit qu'il y a pas mal d'entreprises qui ont mis ça en place pour avoir cet accompagnement-là. Dans le public, moi je trouve que ça peine un peu. Ça peine. Alors c'est le fédéralisme. Il y a certains cantons qui ont pris ça en main de manière beaucoup plus sérieuse, ou des grandes villes, etc. Au niveau fédéral, il y a des cellules, il y a des choses qui se mettent en place, mais je trouve que ce n'est pas encore assez prégnant. Je trouve, à mon humble avis, il y a une marge d'amélioration qui est assez grande. Okay. Donc typiquement dans votre rôle, vous, vos collègues, si quelqu'un avait besoin d'une aide quelconque parce que trop de pression, parce que trop de travail ou parce que trop de pression médiatique, etc., c'est quelque chose qu'ils doivent entamer de manière personnelle ou est-ce qu'il y a des canaux à l'État qui permettent d'avoir ce soutien? Oui, alors il y a aussi les moyens de détection précoce. On sait quand les gens sont à l'arrêt régulièrement, on met en place ces moyens de détection. Aujourd'hui, je pense pouvoir dire que vraiment tous les cantons quand même sont sensibilisés à plus ou moins un certain niveau, avec de nouveau prévention, pas prévention, etc. Dans mon entourage, moi je suis extrêmement vigilante à ça, extrêmement. Avec les collaborateurs et collaboratrices avec qui je travaille régulièrement, je suis vraiment très vigilante, je leur demande si c'est pas tous les jours, c'est tous les 2 jours, comment ils vont, comment ça se passe. Et puis vraiment être sensible, voilà, à la personne qui travaille avec nous dans le bureau. Voilà, on arrive à sentir, des fois pas. C'est aussi pour ça que je pense, très important de dire c'est pas grave. C'est pas grave si vous n'allez pas bien. Ça arrive, c'est OK. Absolument. Mais dites-le nous, et puis on fait ça ensemble. Ouais. Alors vous vivez la pression directe. Est-ce que vos proches vivent aussi une certaine pression? Et comment vous gérez ça justement? La pression que peut-être votre partenaire ou vos enfants peuvent avoir? Alors, je dirais qu'en ce qui me concerne, la pression, elle est vraiment maximale chez moi. Et j'essaye de la garder chez moi. Je fais aussi une différence entre le travail et la maison. Donc j'essaye vraiment un maximum effectivement de contenir ça et de m'entourer moi pour pouvoir gérer ça. Enfin voilà, j'essaie de ne pas ramener les problèmes à la maison, comme on dit. Voilà, et tout le monde essaye de faire ça dans un absolu. Puis quand c'est trop difficile, quand c'est trop dur, ok, je sais que j'ai quelqu'un, je sais que j'ai un répondant derrière qui va m'aider. Mais là encore, on essaye de contenir. C'est-à-dire, ok, là ça va pas, on prend le temps d'en parler et tout, et après hop, on fait autre chose. Et puis on y revient si ça va pas. Puis vous voyez comment c'est pas quelque chose de latent et voilà. Sinon ça contamine tout le temps, tout le monde, et puis c'est pas possible. Voilà. Avant vous disiez que justement la politique ça peut être extrêmement violent, notamment au niveau fédéral où voilà, tout est très différent qu'au niveau cantonal. La politique, c'est des convictions, c'est des initiatives, c'est des discussions, c'est argumenter, c'est se battre aussi contre des gens qui n'ont peut-être pas les mêmes idées ou la même idée, mais de la réaliser de manière différente. Est-ce que vous, au fil du temps, vous êtes devenu un requin, vous avez dû devenir un requin pour jouer jouer ce jeu? C'est drôle que vous utilisiez ce terme. Parce que quand j'ai quitté la politique cantonale, où j'étais déjà vraiment très active et que je suis arrivée à Berne, je me sentais un requin parmi les requins. Et je suis arrivée à Berne et j'étais un tout petit poisson rouge, vraiment. Donc, voilà. Et je pense que je suis gentiment redevenue un requin. Mais c'est une image un peu dure parce qu'en fait, c'est pas ma manière de faire de la politique. Ma manière de faire de la politique, alors moi je suis extrêmement combative, ça c'est certain, j'ai un esprit combatif, je sais ce que je veux, je sais où je vais et je lâche rien. Mais ça c'est dans l'absolu. Après, quand vous faites concrètement dans le travail politique les contacts, les discussions et tout, et en fait vous construisez tout ça. Vous vous dites, moi j'aimerais bien arriver là, mais en fait au fil du temps vous construisez ça. Et encore plus maintenant dans ma fonction de conseillère d'État, où je suis dans un collège, donc je travaille avec 4 autres personnes qui font partie intégrante de mon travail à tout moment. Donc il y a des décisions du Conseil d'État, voilà, et pas que de moi. Dans ce cas-là, moi je dois vraiment dès le départ me dire, ok, comment tu peux entamer ce projet-là? Tu veux toujours arriver là, mais comment tu peux l'entamer en prenant avec toi tes 4 collègues? Et puis après, il y a toujours encore la réflexion, comment tu vas convaincre le législatif? Donc tout ça, ça se met en place, puis en fait, ça fait partie, après 24 ans de politique, voilà. C'est automatique. Oui, c'est automatique, exact. Ok.
Est-ce que, du coup, toujours dans la même lancée, mais là, on a toutes des questions qui viennent de toute l'équipe. Chacun avait une question précise, il n'y avait pas une thématique précise, donc chacun a sa petite question. Est-ce que vous avez l'impression de vous battre contre des moulins à vent? Ah, mais oui, bah, bien sûr, il y a des fois quand même, on se dit tout ça, c'est énormément d'énergie pour pas grand-chose. Il y a eu des grosses déceptions, hein, vraiment, dans mon parcours politique où vraiment je me suis dit, c'est pas vrai, ça me paraît tellement évident sur toutes les questions environnementales. Il y a vraiment tellement de choses qu'on aurait pu faire qui coûtaient rien, voilà, et qui allaient de soi et qu'il aurait fallu faire et qu'on ne fait pas parce qu'il faut encore convaincre. Et puis et on dit aujourd'hui oui, le réchauffement climatique, maintenant plus personne ne le conteste, c'est pas vrai. Simplement que les gens osent plus dire qu'ils sont climato-sceptiques parce que c'est mal vu, mais ils le sont. Moi j'ai encore des collègues qui me disaient entre deux portes, ouais, mais tu sais, arrête de t'exciter comme ça. Cette histoire de réchauffement climatique, tu verras, c'est pas vrai. C'est fou. Ouais. Et là, on est passé même à un autre degré, parce que moi, mon thème de prédilection, c'est la biodiversité, donc la protection du vivant et de la biodiversité. Et ça, c'est dramatique, c'est un déclin. On a perdu 80% de la masse sur Terre. C'est vraiment, on ne peut même pas se rendre compte ce que c'est. Hein. On est en train d'éteindre la vie sur Terre. Et puis, quand on explique ça de manière tout à fait scientifique, avec des gens qui ont passé leur vie à étudier ça et tout, et qu'on vient vous dire... Ouais, mais ça va, tu sais, moi j'ai un étang dans mon jardin et je vois des grenouilles tous les jours. Ouais, les moulins à vent, un certain nombre. Et du coup, comment vous réussissez encore à y croire que c'est... En plus, vous avez mentionné Trump, là on voit qu'il n'y a plus de règles, quoi. C'est juste... Il n'y a plus de règles, ouais. Ben, disons que si j'y crois plus, qui y croit encore? Il reste qui? Est-ce que j'ai le droit de ne plus y croire? J'ai pas le droit. Vous voyez, je peux pas arrêter. Je peux pas arrêter. Je peux pas ne plus y croire, je peux pas arrêter de me battre parce qu'on n'est pas assez. Et tant qu'on sera pas assez, je pourrai pas arrêter. Et le jour où on sera suffisamment, c'est-à-dire une majorité, ok. Alors bon, je me dirais le travail est fait. Malheureusement, c'est pas demain. Ouais. Je fais une petite digression, mais est-ce que vous pensez que le fait que ce qui se passe actuellement aux États-Unis avec Trump, avec on efface tout ce qui a été fait. Oui. Chacun a son point de vue en fait. Hein. Peut-être que pour certaines personnes, ce qui se passe, c'est très bien. Le cancel culture. Ouais. Oui, on efface l'histoire. On efface l'histoire, on la réécrit. On brûle des livres, on brûle des bibliothèques, on efface l'histoire. C'est exactement ce qui est en train de se passer. En fait, aujourd'hui, on a une volonté d'effacer les choses et puis de faire taire les scientifiques. C'est très violent. Est-ce que ce genre d'épisodes, d'événements, ça peut permettre de mieux rebondir après? Est-ce que peut-être qu'il y a des gens qui vont... Est-ce que vous pensez que ça peut avoir un aspect positif, de se dire en fait on est allé trop loin et effectivement peut-être qu'il faut... C'est une possibilité. C'est une possibilité que j'entends beaucoup. On me dit beaucoup, et des gens qui ont une grande expérience justement politique, mais pas que, qui me disent ils vont trop loin. Il va y avoir un retour, parce que la nature aime l'équilibre. Et ça, à gauche comme à droite. Et on l'a vu historiquement, mais on a vu aussi historiquement qu'on est allé extrêmement loin. Extrêmement loin. On en parle de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, ok, ce qui s'est passé après, waouh, on s'est rendu compte, on a pris... Et puis maintenant, on est en train de repartir. Enfin, je veux dire... On n'est pas loin, là. Donc, vraiment, il faut aller jusqu'où? Moi, je me dis toujours combien de sacrifices, combien de personnes tuées, combien de morts encore. Et pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas simplement apprendre de nos erreurs? Et ça, c'est quand même... ben voilà, je pense que ce n'est pas facile tous les jours. Non, effectivement. Et je pense que justement, la jeunesse, ça, c'est quelque chose qui est très difficile à percevoir parce qu'on se dit, en fait, pourquoi c'est autant grave? Pourquoi on en arrive là? Peut-être qu'en tant qu'adulte et quand on commence à s'intéresser à la politique, à une vie d'entreprise aussi, on peut aussi comprendre qu'il y a il faut jauger des choses et qu'il y a des intérêts économiques, il y a des jobs, et derrière, il y a des emplois. Il y a le chômage, il y a des choses... Mais ce que vous dites, c'est hyper important en fait. C'est qu'il y a toujours cette citation qui dit « c'est difficile de penser à la fin du monde quand on pense à la fin du mois ». C'est tout à fait juste. On me dit « Céline, toi tu veux qu'on se préoccupe de la fin du monde ?» Il y a des gens qui n'arrivent pas à manger après le 15 du mois. On peut pas avancer en se disant... ok, moi je vais tout droit et puis je laisse sur le bas-côté ce qui convient pas. On ne peut pas faire ça. Donc soit on prend en compte celui qui est au plus bas de l'échelle,
et c'est ce que dit notre Constitution, soit on ne peut pas avancer. Et moi, je pense qu'un des principaux problèmes aujourd'hui dans ce monde, c'est qu'il y a des gens, une toute petite proportion, une poignée de personnes qui sont immensément riches et donc qui ont un pouvoir absolu, et des gens qui n'ont rien. Et il y a des gens qui, dans notre pays, sont en dessous du seuil de pauvreté. 15% de la population suisse en dessous du seuil de pauvreté. Comment on peut demander à ces gens de penser à la fin du monde? C'est juste. Oui, c'est tout un débat. On pourrait en discuter pendant des heures. C'est mon quotidien. Ouais. Chapeau. Sans forcément vouloir parler de religion, elle ressemble à quoi votre vie spirituelle? En quoi vous croyez? Moi, je suis beaucoup dans la contemplation. Ce qui me nourrit, c'est vraiment la beauté. Pas que de la nature, mais beaucoup de la nature, mais aussi de manière générale des gens. Je suis très sensible. Et c'est ce qui fait que je suis vraiment quelqu'un de gai et enjoué, je dirais, et que je souris vraiment la très grande majorité du temps et que je me sens bien. C'est que vraiment, partout où je peux, je vois ce qu'il y a de beau. Et souvent, chez les gens, j'arrive à détecter très vite qu'est-ce qu'ils ont, voilà, c'est quoi leur qualité, qu'est-ce qui va me faire du bien à leur contact. Voilà, c'est ce que je cherche toujours. Ok. Donc la beauté, que ce soit dans la nature, dans les gens. Ok. C'est un peu mystique comme ça, mais ça fait du bien. Je fais aussi beaucoup de tir à l'arc. Et j'aime beaucoup le tir à l'arc parce qu'il représente aussi le silence, la concentration, la respiration. Et je le fais à l'extérieur, je tire à l'extérieur, si possible tôt le matin. Et voilà, c'est magique. Vous avez le temps encore de faire des nouvelles rencontres, d'aller en nature? Je le prends. Ouais, ça c'est très important, je crois. De ne pas avoir le temps, mais de le prendre, de le mettre dans l'agenda. Alors évidemment, j'aimerais beaucoup plus. Mais voilà, à chaque moment dans la vie, c'est priorité. Et puis voilà. Et j'espace ça. Enfin, à 40 ans, je dois dire honnêtement que j'ai une vie incroyable, immensément riche de tellement de choses. J'ai fait tellement de choses, j'ai croisé tellement de gens. Et ça, c'est aussi une des beautés de la politique, c'est qu'on rencontre des gens merveilleux que j'aurais jamais rencontrés autrement. Du coup, vous êtes quelqu'un de très positif, ça se voit, vous êtes très, très souriante. Il y avait une question dans l'équipe, quelqu'un qui disait, est-ce que ça vous arrive encore d'être en colère? Oui, souvent. Ouais, je suis en colère, mais seulement... je ne suis pas colérique, hein, c'est peut-être la différence. Je ne suis pas colérique, mais oui, je suis en colère. Je dirais, est-ce que je suis en colère perpétuellement? Non, mais disons, bien sûr, mais c'est sain d'être encore en colère. Hein, franchement, c'est-à-dire qu'on n'accepte pas ce qui ne peut pas être accepté. Hein, voilà. Et du coup, la question c'était comment vous gérez lorsque tout va à l'encontre de vos valeurs, de la façon dont vous voyez le monde, la vie, ou vous aurez fait différemment? Comment vous gérez ça? Je me replie sur l'essentiel. Voilà, petit moment de repli. C'est jamais très long. J'ai pas besoin de partir 6 mois, enfin non, vraiment pas. Petit repli sur l'essentiel. Ça peut être quelques heures, quelques jours. Voilà. Et puis l'essentiel, c'est mes filles. C'est une petite balade, c'est la nature, c'est me poser 5 minutes. Et puis vraiment, je me parle un petit peu à moi-même. Et je me dis, Céline, ok, ressaisis-toi. À haute voix ou bien? Des fois à haute voix, des fois dans ma tête. Je m'assieds, je me dis, ok, ressaisis-toi. Et puis je fais la longue liste de tout ce qui est extraordinaire dans ma vie, de à quel point je suis privilégiée, à quel point j'ai une chance folle d'avoir tout ce que j'ai, d'être qui je suis et d'être là où je suis. Et c'est reparti. Ouais. On ne savait pas trop comment tourner cette question pour vraiment avoir la bonne réponse. Et David a dit en fait, peut-être qu'il faudrait simplement lui demander quel personnage de Vice Versa prend le dessus quand on est en colère. Je ne sais pas si vous avez vu le film Vice Versa. Bien sûr, j'ai vu les deux. J'ai vu les deux avec mes filles. C'est difficile à dire, mais moi je suis un peu tous ces personnages, je crois. Je pense que je suis un très bon équilibre. Je suis un très bon équilibre. Mais encore une fois, j'ai une chance folle. J'ai une chance folle de vivre ce que je vis, d'avoir mes filles. C'est un cadeau absolu. Vraiment. Voilà. Cool, merci. Et du coup, on parle de vos filles là. Comment vous protégez vos enfants de l'impact des réseaux sociaux? Alors, elles sont encore très jeunes, je crois. Oui. Je ne sais pas si elles sont déjà sur les réseaux sociaux. Pas du tout. Non, elles n'y sont pas. Et j'espère qu'elles n'y seront pas le plus longtemps possible. Donc, on a un petit peu discuté avec ma fille aînée qui a 8 ans et demi. Et je lui ai dit, écoute, moi, avec papa, on pense que pas de téléphone avant 12 ans.
Mhm. Bon, maintenant, ça lui paraît OK. On verra le moment venu. Mais aussi, on en parle un petit peu. On en parle un petit peu. Puis, elle nous pose des questions. Les écrans, pourquoi, comment ça se passe. Et puis j'essaie de la sensibiliser. Et j'espère arriver le moment venu avec... voilà, c'est un accompagnement qui se fait. Mais comment je les préserve? Pour l'instant, dans l'absolu, effectivement, c'est pas d'écran, pratiquement pas. Et puis voilà, puis beaucoup de livres, beaucoup de lectures, beaucoup de... Voilà. Mais je pense qu'il faut dire les choses aux enfants. Il faut dire, voilà, tu vas voir des choses potentiellement que moi je ne peux pas contrôler, que personne ne peut contrôler. Et puis c'est horrible. C'est horrible. Et puis vraiment, ça la dissuade assez. Hein. Ouais. Voilà. Bon, tant mieux. Vous êtes très présente sur les réseaux sociaux. Vous avez des comptes sur Instagram, sur LinkedIn. Et Facebook aussi. Et Facebook. C'est vous qui gérez tous les comptes? Oui, c'est moi. Ouais. C'est vous qui êtes oui, à l'écran? J'avais le soutien de mon assistant parlementaire encore quand j'étais au Conseil des États. On fait pas mal de travail. J'ai fait aussi appel à une entreprise extra aussi pour LinkedIn pendant un moment pour gérer. Donc vraiment, c'était un soutien chouette. Oui. Ça prend énormément de temps. Oui, hein. C'est terrible. Là, je me suis accordé une pause. Vraiment, là, je me suis accordé une pause en me disant, OK, laisse passer quelques mois tranquille, vraiment. Je reste active un peu, je fais de la republication, enfin peu de contenu de fond, parce qu'en fait j'aime bien ça. J'aime bien faire des contenus un peu plus de fond. C'est un petit équilibre entre des choses un peu plus légères de mon quotidien et le contenu de fond, où là je trouve que c'est chouette. C'est un vrai échange. Mais ça prend du temps. Donc voilà, il faut pouvoir le faire. Mais c'est un boulot en soi. C'est un job à plein temps. Ouais. Oui. Moi, j'ai beaucoup apprécié en tout cas votre accessibilité, disponibilité. J'ai trouvé ça très bien et je trouve qu'on devrait pouvoir avoir accès à, pas tout le monde, mais et je pense que c'est quelque chose aussi qui peut faire peur aux plus jeunes, de dire en fait, de toute façon, la classe politique n'est pas accessible, c'est à une autre génération, ils ne comprennent pas. Et je trouve que ça, c'est quelque chose sur lequel on devrait tous travailler, être accessible et répondre même quand on n'a pas le temps. Alors j'en fais un point d'honneur, c'est prioritaire pour moi. Enfin, moi, j'ai toujours dit, ma porte sera toujours ouverte. Toujours ouverte pour les enfants, les jeunes adultes. Vraiment, voilà, vous avez moins de 25 ans, vous avez quelque chose à me dire, appelez-moi. Non, vraiment, appelez-moi. Okay, je vous reçois. Vraiment, okay. C'est ma priorité, ça le restera. Ouais. Au-delà de 25 ans, vous n'avez pas la peine de vous contacter. Au-delà de 25 ans, il faut venir quand même avec un dossier un petit peu plus solide. Okay, mais non, c'est pas ça. C'est vrai que, généralement, alors ça, c'est vraiment quelque chose. D'ailleurs, le secrétariat me dit, mais enfin, vous allez vous perdre si vous voulez rencontrer tout le monde et tout. Pour l'instant, j'arrive à le faire. J'arrive vraiment à très régulièrement rencontrer les gens. Et je le fais, j'essaie un peu de maintenir ça. Et peu importe l'âge. Mais c'est vrai que c'est pas toujours possible, quoi. En fait, la réalité de mon agenda fait que je n'ai pas une double vie. Et voilà, donc j'essaie de faire au mieux. Merci. Dernière question, on ne voulait pas trop faire de cette vidéo une interview politique ou parler trop de politique, on en a parlé un petit peu évidemment, mais l'actualité fait que tout est très... ça bouillonne beaucoup. Qu'est-ce que vous pensez, est-ce que je sais pas si vous pouvez vous exprimer par rapport à ce qui vient de se passer aux États-Unis avec l'introduction des taxes de 39% de Trump, enfin des États-Unis sur nos exportations. Je ne sais pas dans quelle mesure vous pouvez vous exprimer. Tout à fait. Alors moi, j'ai une position extrêmement claire. Moi, je pense qu'on a péché par arrogance. On a cru que parce qu'on était la Suisse, on obtiendrait un traitement de faveur. Quand on est, et je pense que c'est, à mon avis, une erreur d'avoir pensé qu'on allait aller parler à Trump comme on a toujours parlé à d'autres. Trump rebat les cartes complètement. Il est différent, il est atypique, il a une manière de fonctionner dont on n'a pas du tout l'habitude. On peut être n'importe qui, ça ne change strictement rien. On n'est rien, la Suisse, pour les États-Unis. Et je dirais pas rien pour les États-Unis, mais rien pour Trump. C'est la preuve. C'est la preuve, c'est le constat. Maintenant, qu'est-ce qu'on va devoir faire ? Je pense que vous l'avez vu, en parallèle, la pharma discute directement avec eux. C'est bien la preuve qu'ils pensent qu'on n'est pas suffisamment solide. Mais ça veut aussi dire maintenant qu'on doit passer dans une phase un peu plus offensive et discuter comme Trump discute, c'est-à-dire par la force.
Pour l'instant, le Conseil fédéral décide de maintenir ce lien, ce contact, les discussions. J'espère qu'il va y aboutir. Je suis un peu sceptique. Force est de constater que jusqu'à maintenant, ça n'a pas marché. Je doute que ça fonctionne. Pour le canton de Neuchâtel, il faut quand même dire une chose, ça va être violent. C'est que ça a un impact énorme sur, bien sûr, sur notre économie. Nous, on a un tissu économique qui est orienté vers l'extérieur. On a une partie de nos entreprises qui travaillent de manière régulière avec les États-Unis, dont c'est la part de marché principale, ou en tout cas une des parts de marché principales. Et puis, on va être impacté. Et c'est assez intéressant parce que maintenant, les entreprises nous disent il faut que l'État nous soutienne, il faut des mesures, etc. Et la droite, qui est généralement la sensibilité politique qui défend les entreprises, en tout cas c'est ce qu'on dit, jusqu'à maintenant nous a toujours dit qu'il faut baisser les impôts, moins d'État, moins d'impôts. Sauf que si on a moins d'État, moins d'impôts, on a moins les reins solides justement quand il faut, le moment venu, aider le tissu économique. Donc voilà, c'est vraiment toujours une question d'équilibre, quoi. Moi, je suis pour un État fort. Aujourd'hui, on aura besoin d'un État fort qui va devoir vraiment réagir. J'espère que Berne met en place très vite des mesures. Sinon, c'est les cantons qui vont devoir le faire et c'est très lourd à porter pour les cantons. Et puis, on n'a pas le droit d'abandonner notre tissu économique et nos entreprises, qui d'ailleurs n'ont pas attendu cet événement pour essayer de se réorienter ailleurs. Il y a déjà beaucoup qui regardent sur des marchés différents, l'Asie, l'Australie, etc. Heureusement, voilà. Mais ça va rebattre les cartes. Et puis, il faut se poser la question, est-ce qu'on veut continuer à travailler avec les États-Unis comme ça? Ouais. Est-ce qu'il y a eu une cellule de crise qui a été mise en place depuis, ou bien est-ce que c'est pour l'instant, voilà, on attend un petit peu de voir qu'est-ce qui se passe? Vous dites à la Confédération ou dans le canton? Plutôt cantonal, plutôt dans le canton. Alors, très exposé. Alors, la ministre en charge de l'économie, c'est ma collègue Florence Ninter, qui est évidemment à pied d'œuvre pour aller de l'avant. Vraiment, ça nous concerne toutes et tous dans le Conseil d'État, mais vraiment il y a une volonté effectivement avec le service de l'économie de prendre très rapidement des mesures, en tout cas une orientation et de se positionner. On a écrit au Conseil fédéral tout de suite, vraiment dans les heures qui ont suivi, et puis on prend ça très au sérieux. Parce que c'est l'équilibre, encore une fois, c'est une question d'équilibre. C'est l'équilibre qui est en jeu. Si on a des entreprises qui doivent licencier, c'est dramatique. Si on a des entreprises qui payent plus d'impôts, c'est dramatique. Si on a des entreprises qui ferment, c'est dramatique. On doit pouvoir répondre à ça. Est-ce que vous auriez un message pour Madame Karine Keller-Sutter ou Guy Parmelin? Est-ce qu'il y a un message? Non, j'ai pas de message. Ils savent évidemment ce qu'ils doivent faire. Et je pense qu'ils font le maximum. Mais peut-être qu'ils sont en train de se poser la question, probablement qu'ils sont en train de se poser la question de savoir comment ils font différemment et comment ils... Mais voilà, c'est une crise comme tant d'autres. On va la surmonter. Et les forces politiques vont entrer aussi. Vous allez voir, la session du mois de septembre, il va y avoir... pléthore d'interventions parlementaires pour pouvoir faire front. Et puis, il va falloir trouver un chemin. Mais c'est la beauté de la démocratie suisse. C'est que tout se met, chaque brique se met les unes après les autres, et puis on construit cet édifice. Et c'est comme ça que ça fonctionne depuis si longtemps. Voilà, c'est la Confédération. Ça fonctionne plutôt bien. Plutôt bien. Madame Lara, je vous remercie, c'était une super discussion. On a abordé plein de thématiques, en tout cas moi j'ai trouvé ça très intéressant. J'espère que les gens qui verront cette vidéo aussi la trouveront intéressante. Je vous remercie beaucoup pour votre temps et puis votre ouverture et votre authenticité et honnêteté dans vos réponses. Merci, je vous remercie aussi. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et bonne suite. Merci beaucoup, à bientôt.